Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous pour ce numéro de votre émission Entretien. L'agriculture fournit 70% des emplois et contribue à 33% du produit intérieur brut. Malgré ces chiffres, les populations demeurent pauvres. Pour être encore plus profitable à l'économie du pays, la restructuration du cadre institutionnel de l'agriculture ne serait-elle pas la solution ou l'une des pistes envisageables? Pour en parler, nous avons sur ce plateau le professeur Albert Loncourt. Il est professeur agrégé d'économie. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Nadège. Merci d'accepter et nous éclairer sur les réformes mises en place pour booster le secteur de l'agriculture au Bénin. C'est un plaisir. Vous avez d'ailleurs, professeur, participé à la rédaction d'un magazine trimestriel panafricain de développement sur l'essor des organisations. Vous avez développé plusieurs thématiques dont l'agriculture, objet de notre discussion ce soir. Oui. Alors, professeur, la première question qui me plaît de vous poser, en quoi la contribution de l'agriculture à la réduction de la pauvreté est-elle faible? Vous l'avez mentionné dans votre document. Oui, elle est faible parce que, vous savez, l'agriculture contribue pour 70% de l'emploi et 33% du PIB. Donc, vous voyez, si vous prenez 100 personnes, il y a 70 qui sont dans l'agriculture. Et ces 70-là produisent seulement 33% du PIB. C'est-à-dire que leur part contributive de la production est faible. À cause de cette faible productivité, les gens qui travaillent dans l'agriculture ne trouvent pas suffisamment de revenus pour pouvoir se nourrir. C'est pourquoi ceux qui sont dans l'agriculture sont en moyenne les plus pauvres. Je dis ici en moyenne parce qu'il y a des gens qui sont dedans qui sont riches, mais la grande majorité sont pauvres. Parce que c'est un secteur moins productif que les autres secteurs, à savoir le secteur commercial et le secteur secondaire. Donc, si je suis bien votre logique, oui. Puisqu'on a 70% d'emplois, on devrait avoir normalement 70%. Oui, si la chose devait être équitable, donc c'est ce qu'on devait avoir, ou même plus, si l'agriculture était plus productive que les autres secteurs. Alors, professeur, qu'est-ce qu'on peut donc faire pour améliorer la rentabilité de l'agriculture au Bénin? Oui, cette question, c'est de dire comment on peut faire pour augmenter la productivité, pour que les gens qui travaillent dans le secteur produisent beaucoup plus et aient beaucoup plus de revenus. Maintenant, pour répondre à cette question, il faut se demander quels sont les facteurs qui contribuent à la production agricole. Et vous avez bien sûr la terre, et quand on parle de la terre, ce n'est pas la terre physique seulement, il y a sa fertilité. Donc, il faut apporter beaucoup plus d'intrants, parce que quand vous produisez, la terre s'appauvrit et il faut lui faire des apports extérieurs pour qu'elle se renforce et produise plus. Maintenant, il y a la génétique aussi, puisque ça dépend des types de plantes que vous mettez en sol. Et c'est là où la technologie, les généticiens peuvent faire des transformations de telle sorte qu'on ait des plantes plus robustes, plus productives, etc. Mais en dehors de ça, vous savez que la plante a besoin de l'eau. Or, chez nous, nous sommes dans une agriculture pluviale. Et si vous n'avez qu'une seule saison qui couvre peut-être 3 mois, vous êtes obligé de faire l'agriculture pendant 3 mois dans l'année et vous nourrir pendant 12 mois. De la même manière, si vous avez 2 saisons, c'est au plus que vous travaillez 4 mois, 5 mois dans l'année pour vous nourrir pendant 12 mois. Alors que quand vous prenez un fonctionnaire, par exemple, il travaille sur 11 mois et se nourrit pour 12 mois avec à peu près un mois de congé. Donc vous voyez, si l'agriculteur ne travaille que pendant 3 mois, il doit se nourrir pendant 12 mois, on comprend pourquoi il est pauvre. Donc, une autre manière d'améliorer la productivité, c'est de maîtriser l'eau. En dehors de la maîtrise de l'eau, si on doit utiliser la roue pour faire l'agriculture, une seule personne ne peut pas faire une grande superficie. Donc, à partir de là, on peut penser aussi à la mécanisation. Mais la conséquence immédiate de la mécanisation, c'est quand vous mécanisez, il faut que certaines personnes quittent le secteur agricole pour que ça revienne à un certain nombre de gens qui peuvent vraiment investir dans l'agriculture. Donc, ce qui veut dire qu'en développant parallèlement l'agriculture, il faut développer d'autres secteurs aussi pour que ces secteurs puissent absorber la main-d'œuvre qui est obligée d'abandonner l'agriculture pour faire autre chose. Mais dans le document, en dehors de la maîtrise de l'eau, vous avez également parlé des semences. Alors, oui, c'est de ça que je parlais tout à l'heure en parlant du côté génétique.
lorsque on travaille sur la génétique des plantes, une plante qui était peu productive peut devenir plus productive. Il y a également la disponibilité des semences. Oui, très bien. Ça veut dire qu'il y a un marché là qu'on peut créer. Parce que ce que les paysans font généralement, quand ils produisent quelque chose cette année, ils prennent les semences de ce qu'ils avaient produit. Or, la variété se dégrade. Maintenant, dans les pays développés ou dans certains systèmes, il y a des semenciers, des gens qui produisent de la semence et qui est de haute qualité. Et ce que vous produisez, ce n'est pas ça que vous utilisez pour ensemencer, mais c'est ce que les gens produisent sur les fermes semencières. Et ça fait une autre activité en amont de l'agriculture qu'il faudrait développer aussi dans nos pays. D'accord. Alors, professeur, le cadre institutionnel permet-il ou peut-il favoriser réellement le développement de l'agriculture au Bénin? Oui, quand on parle de cadre institutionnel, on parle des règles. Et quand on parle des règles, c'est les règles que nous faisons, telles que la Constitution, les lois, les décrets, les arrêtés, etc. Mais il y a aussi les règles informelles, à savoir les codes de conduite, tous les comportements informels et surtout la structure d'application. Et c'est quand tout ça là marche correctement qu'on a les meilleures incitations, qu'on a la motivation des acteurs. Quand je parle des acteurs ici, je suis en train de parler des agents qui travaillent avec les producteurs, mais il y a les producteurs eux-mêmes. Maintenant, si le cadre institutionnel n'est pas adéquat, les meilleures incitations ne sont pas créées, les meilleures motivations ne sont pas créées, et à partir de ce moment, il peut y avoir du gaspillage, que ce soit au niveau des intrants ou bien même au niveau du travail lui-même, où les gens ne travaillent pas assez. Donc à partir de ce moment, le cadre institutionnel est extrêmement important pour pouvoir booster l'agriculture. Alors, professeur, vous avez évoqué dans votre document un chevauchement entre les unités administratives et les pôles de développement agricole. Pensez-vous que c'est réellement un problème? Au fait, dans le système qu'on avait avant et qu'on appelait le système des CARDER, les centres agricoles régionaux de développement rural, c'est qu'il y avait coïncidence entre les départements administratifs et ces centres-là. Maintenant, le ministère a constaté que ce chevauchement n'est pas intéressant parce que l'unité administrative n'est pas nécessairement confondue avec l'unité agricole en termes de technologie, en termes de toutes les méthodes à utiliser pour l'agriculture. Si bien que dans un même département, vous pouvez avoir plusieurs vocations agricoles. Il y a certaines terres qui sont adaptées pour certaines cultures, d'autres ne sont pas adaptées. Il y a par exemple des pêcheurs, il y a par exemple des planteurs. Donc ça pose un problème d'homogénéité et cette hétérogénéité peut faire qu'on n'ait pas les meilleures incitations et que ceux qui sont dans ce département-là peuvent ne pas avoir les meilleurs résultats. Pour cela, le gouvernement a dit, je refais la décomposition et la territorialisation agricole et je crée 7 agences. Mais comme on doit avoir toujours l'administration qui doit travailler avec les agences, on a créé au niveau des départements ce qu'on appelle les directions départementales d'agriculture, d'élevage et de pêche. Maintenant, en faisant cela, vous voyez, quand on a 7 et 12 départements, on peut pas, il faut que les 12 départements soient distribués au niveau des 7 départements. C'est pourquoi vous allez voir que certains agents sont obligés de travailler avec plus de 2 directions départementales. Et donc, ça fait qu'il faut réorganiser le secteur en créant peut-être des structures de supervision telles que les conseils d'administration qui vont travailler et qui vont peut-être regrouper les unités administratives et d'autres acteurs qui vont essayer de créer ou de superviser les agences de développement agricole. Donc, le fait de faire ça, on peut dire qu'il peut y avoir des conflits administratifs, mais on peut voir ça dans le cadre de meilleures incitations. Parce que quand on le fait, on crée un conseil d'administration, ce serait très difficile pour les DG, des ATDA, c'est-à-dire des agents territoriaux de développement agricole, de s'entendre avec un seul acteur. Parce que si c'est une relation entre 2 acteurs, c'est plus facile de s'entendre que s'il y a plusieurs acteurs qui vous supervisent. Donc,
ça crée de meilleures incitations pour ces agences-là, pour qu'elles travaillent correctement pour le développement de l'agriculture. Alors, professeur, plusieurs fois, le CADER a changé de nom. Au départ, c'était le CADER, ensuite c'est devenu SERPA, et maintenant, c'est l'Agence territoriale de développement de agricole, de développement agricole. Est-ce que ces changements de nom favorisent réellement le développement de l'agriculture? Oui, bon, le changement de nom, on peut penser au départ que c'est une histoire cosmétique, mais pas toujours. Bon, si c'est une histoire cosmétique seulement, ce n'est pas très intéressant parce que ça a des coûts. Que vous changez de nom, il faut changer les étiquettes, il faut changer un certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça apporte de plus réellement? Mais dans ce cadre précis, vous voyez, les cadres étaient confondus aux départements, et d'ailleurs aux anciens départements, c'est-à-dire aux 6 départements que nous avons avant d'avoir 12 départements. Maintenant, on a créé des agences qui sont au nombre de 7. Ça veut dire qu'il y a certains territoires que couvrent. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Non, il y a des territoires qui étaient couverts par certains cadres et qui vont se partager peut-être en 2 agences. Si on dit cadre, ça va semer de confusion entre les acteurs. Okay. Et puis il y a cet aspect d'innovation aussi, à savoir, on est dans une autre vision. Donc il faut oublier les vieux schémas et dire que nous sommes dans une nouveauté aussi. Oui, mais c'est juste un changement de nom, ça n'a pas... Non, c'est ça que je vous dis. C'est-à-dire, il y a un aspect technique du fait que ce n'est plus les mêmes territoires que couvrent les CARDER et les ATDA et les agents de développement territorial. Il y a cet argument technique. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect novateur aussi. Et puis les nouvelles fonctions qu'on attribue aussi aux ATDA ne sont pas exactement les mêmes fonctions que pour les cadres. Donc à partir de ce moment, changer de nom, je crois que c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire, selon vous? Selon moi, oui. D'accord. Oui. Alors le décret de 2016 délimite le territoire en pôle de développement. Cette décision est-elle efficace pour le développement de l'agriculture? Oui, c'est ce que je viens de dire. Évidemment, nous sommes à une étape où on ne peut pas encore évaluer, les choses se mettent en place. Tel que nous le disons dans notre magazine, c'est que les années à venir vont nous éclairer et vont nous montrer pourquoi. Est-ce que cette réforme-là a été pertinente? Est-ce que ça a apporté les fruits escomptés? Est-ce qu'il y a déjà une étude de 2016 à aujourd'hui pour savoir si quelque chose les structures sont en train d'être mises en place. Elles ne sont même pas complètement opérationnelles. Donc, ça fait déjà 2 ans. Oui, bon, c'est l'actuel gouvernement qui fait ça. Donc, à partir de ce moment, les réformes sont faites, et réformes conduites par l'actuel ministre de l'Agriculture qui était à la présidence avec le B2A, mais qui est devenu maintenant ministre. Donc les choses se mettent en place et je pense qu'il faut attendre un peu pour voir les résultats. Combien de temps environ? Non, bon, si les choses sont mises en place d'ici 1 an ou plus, d'ici 2 ans, 3 ans, on doit pouvoir évaluer. Et s'il y a des aménagements à faire, il faut commencer par les faire. Il faut commencer par les faire. Dans 1 an? Oui, dans 1 an, dans 2 ans. Et pendant ce temps, on fait quoi? Non. Ce qui est sûr, les producteurs continuent de travailler, l'agriculture continue en tout cas de fonctionner, et puis nous sommes nourris par les produits agricoles, on continue de manger, donc les choses évoluent normalement. Mais la restructuration est en cours et je crois que d'ici là, on va voir si c'est la meilleure décision que nous avons prise. D'accord. Alors, professeur, dans le document, vous avez mentionné également que la grande faiblesse de l'économie béninoise est la productivité. Alors, quelles solutions vous préconisez? Oui, j'en avais parlé un peu pour dire qu'il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels il faut agir, à savoir la restauration, la fertilité des sols, ou quand les sols se dégradent, il faut les accompagner en amenant les intrants complémentaires. J'ai parlé aussi de la maîtrise de l'eau. J'ai parlé aussi des... Oui, en dehors de ces facteurs-là, vous avez évoqué... Et il y a le cadre institutionnel aussi. Dans le document, oui. Plusieurs pistes de solutions. Oui. Quelles sont les autres solutions que vous pouvez conseiller? Maintenant, en dehors de ça, il faut accompagner aussi ces éléments-là de la politique agricole. Et dans ce cas, il y a la politique commerciale.
Parce qu'il faut dire que parfois, nos produits agricoles sont en conflit avec les produits qui sont importés. Si ces produits-là sont moins chers, le consommateur aura tendance à acheter ce qui vient de l'étranger qui est moins cher par rapport à ce qui est plus cher localement. Et c'est généralement au détriment des producteurs. Donc il y a l'État aussi qui a un rôle à jouer, à savoir comment exonérer les intrants et comment augmenter les taxes sur les produits agricoles que l'on importe. Mais généralement, ce n'est pas très facile parce que le gouvernement est obligé d'arbitrer entre les consommateurs et les producteurs. D'accord. Professeur, est-ce que vous avez une idée déjà de ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région quand même pour favoriser le développement du secteur agricole, en dehors de l'exonération des taxes dont vous avez parlé? Oui, il y a la politique gouvernementale. Quand vous voyez un pays qui a été en avance sur nous, comme la Côte d'Ivoire par exemple, il y a les grands planteurs. Si vous dites que vous êtes planté en Côte d'Ivoire, c'est que vous faites partie des riches. Alors que, bon, chez nous, quand vous dites que je suis planteur, c'est que c'est le plus pauvre du quartier. Donc, vous voyez, c'est déjà différent. Donc, il y a des pays quand même qui ont fait des choses et qui ont quand même boosté l'agriculture et qui ont donné de la valeur à l'agriculture, la perception que les acteurs de l'agriculture, c'est complètement différent en Côte d'Ivoire qu'au Bénin. Donc, je crois que si on travaille aussi sur ces éléments-là de perception, ça peut aider les gens à s'insérer dans l'agriculture. Mais professeur, le Bénin ne manque quand même pas de terre, mais on ne sent pas la motivation. Oui, nous sommes un petit pays, bon, ça c'est sûr. Je crois que le Bénin, c'est le tiers de la Côte d'Ivoire. Je crois à peu près le tiers ou un peu la moitié du Ghana. Mais nous sommes 2 fois aussi le Togo, donc on peut dire que nous sommes grands par rapport à d'autres pays. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que on pense qu'on exploite seulement 30% de notre potentiel agricole. Donc il y a des terres qui sont encore inexploitées. Lorsque on va quitter la roue pour aller vers les tracteurs, bon, il n'y a rien à faire. Il faut déjà une motivation des producteurs au niveau des terres. En Côte d'Ivoire, par exemple, pour rehausser la production de l'anacade, le gouvernement avait décidé entre-temps d'octroyer des terres aux producteurs. Est-ce que cela ne serait pas possible au Bénin quand même pour encourager la production? Bon, je ne sais pas, hein. Bon, on n'est plus à l'époque coloniale où les gens disaient qu'il y a des terres vacantes et 100 mètres. C'est-à-dire des terres qui ne sont pas appropriées par quelqu'un que... Oui, mais on dit généralement que les terres appartiennent à l'État. Puisque les terres appartiennent à l'État, non, chez nous, dans notre constitution, le droit de propriété est reconnu. Et que quand vous allez dans n'importe quel ville, surtout le sud, quand vous voyez toutes les terres sont appropriées, elles appartiennent nécessairement à quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement est dépourvu de politique foncière. Voilà. Mais comment faire, c'est... Oui, mais puisque ces terres sont inexploitées, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire genre une négociation avec les propriétaires et de leur donner quand même quelque chose en retour? Je crois que le nouveau code est un peu allé dans ce sens, à savoir si vous avez une terre qui n'est pas exploitée pendant des années, vous allez payer des impôts et vous pouvez même perdre la propriété de la terre. Je crois que au Bénin, ces genres d'initiatives ne sont pas mauvaises, mais le problème qui se pose, c'est que est-ce que les gens vont véritablement les appliquer? Parce que si les propriétaires terriens sont aussi des politiciens puissants, ce n'est pas évident qu'on les exproprie comme on le voudrait. Donc on peut trouver de meilleures incitations si on trouve une terre quelque part, le politicien sachant que si je ne l'exploite pas, ça va poser des problèmes, et qu'on lui dit, ah, il y a des jeunes qui veulent s'installer, est-ce que vous êtes prêt à leur faire un bail de 10 ans, de 20 ans pour que les jeunes s'installent sur cette terre-là? Je crois qu'il y a des initiatives comme ça qu'on peut essayer d'explorer pour sécuriser la terre, l'accès à la terre pour des jeunes, mais tout en expropriant par ceux qui ont cette propriété-là. Et pour un début, est-ce qu'il ne serait pas possible de choisir quand même certaines cultures et injecter énormément d'argent quand même pour développer un peu ces filières-là avant de passer à autre chose? On l'a fait avec le coton. Je crois que
le gouvernement l'a fait avec le coton. Le coton a pu remplacer d'autres cultures, mais en même temps aussi, il y a d'autres cultures qui sont... Pourquoi ne pas choisir une autre culture? Oui, il y a l'anacade maintenant que le gouvernement veut promouvoir. Il y a d'autres cultures. Oui, mais justement, professeur, dans votre document, vous avez dit que les spéculations agricoles ont baissé ces 5 dernières années, sauf celle de la tomate et du piment. Donc déjà, on sent déjà une volonté de production au niveau de ces deux. Oui, bon, quand on parle de piment et de tomates, c'est les cultures maraîchères. Donc, c'est les cultures au niveau desquelles on peut parler d'une certaine maîtrise de l'eau. Parce que si vous voyez un peu du côté de l'aéroport où les gens font des cultures maraîchères, ils font ça toute l'année parce qu'on peut apporter de l'eau à la culture. Alors mais c'est déjà ça, on peut déjà se donner pour objectif de développer uniquement ces deux cultures-là, la tomate et le piment, et peut-être se donner pour objectif dans 5 ans. J'espère que vous ne consommez pas seulement du piment et de la tomate. Non, mais il faut commencer quelque part. Non, ce n'est pas l'idée. Bon, c'est vrai, il y a des zones qui sont plus appropriées pour développer les cultures maraîchères, comme la zone du littoral, comme une partie de la Takora ou bien de Malanville, etc. Mais il y a d'autres cultures aussi qui ont leur place. Et comme si les gens font de l'anacade sur une parcelle, ce n'est pas évident qu'on fasse encore de la tomate. Donc, on est obligé d'arbitrer selon les vocations des terres. Et à partir de ce moment, c'est là où le problème d'agence est encore intéressant, cette affaire d'homogénéisation au niveau des zones. Là, ça permet de spécialiser les zones dans des spéculations. On pourrait faire une étude dans ce sens, je crois faire une répartition au niveau du territoire. Je crois que pour ça, là, il y a beaucoup d'études et c'est ça d'ailleurs qui a guidé la territorialisation au niveau des agences. D'accord. Alors, professeur, je suis en train de parcourir votre document. Je constate que vous avez également parlé du secteur du transport. Comment donc ce secteur peut participer au développement réellement de l'économie au Bénin? Oui, vous savez, nous sommes des êtres mobiles et nous nous déplaçons. Et même si c'est les produits qu'il faut déplacer aussi les produits. Et quand on parle de territorialisation agricole, donc ça veut dire qu'il y a certaines zones qui vont se spécialiser et il faut des moyens pour pouvoir transporter des produits de certaines zones vers d'autres zones et pour transporter aussi des produits de l'intérieur vers le port. Donc ça veut dire que le secteur du transport, ce n'est pas seulement une question urbaine, mais c'est une question essentiellement rurale aussi. Dans ce papier, on a essayé de voir une initiative du gouvernement, à savoir Bénin Taxi, pour voir est-ce que c'est une bonne initiative. On a dit oui, ça permet de travailler sur le transport humain durable. Quand on parle des objectifs de développement durable, il y a ce qu'on appelle ODD 11, je crois, ville et communauté durable. Ça permet d'assainir le transport, de le rendre moins polluant et plus acceptable pour les humains que nous sommes. Mais en même temps, la critique que l'auteur de ce papier fait, c'est de dire est-ce que c'est la meilleure destination des fonds publics? Parce que quand vous achetez un véhicule à 12-13 millions et que si vous créez un seul emploi direct, à savoir le chauffeur, est-ce que c'est une bonne initiative du gouvernement? Ça, c'est une question que l'auteur a posée, pour être un peu dans la critique constructive. D'accord. Professeur, nous n'allons pas finir cet entretien sans parler de la filière palmier à huile et comment donc le Bénin peut développer cette filière. Wow. Le palmier à huile, c'est une histoire intéressante parce que le Bénin avait le palmier à huile à un moment donné, jusqu'aux années 70, où le palmier à huile a été supplanté par le coton. Mais ce qui est intéressant pour le palmier à huile, avec une citation que nous avons mise là, c'est de dire que c'est un arbre qui peut être utilisé et qui sert dans notre consommation et puis aussi dans beaucoup de choses. Donc, à partir de ce moment, contrairement au coton, si nous n'arrivons pas à vendre ça à l'international, on peut toujours l'utiliser localement. C'est ce qui est intéressant au niveau de palmier à huile. Et je crois que c'est une filière qu'il faut continuer à développer
et à ne pas négliger. Et je crois qu'il y a beaucoup d'exploitation de palmiers à huile et là également, il faut créer les meilleures incitations pour que les gens transforment les produits de palmiers en produits manufacturés. D'accord. Merci, professeur. Merci d'être passé sur ce plateau. 26 minutes, ça passe vite. Nous sommes à la fin de notre entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous aurons certainement l'occasion d'aborder les autres thématiques développées dans votre magazine au cours d'autres entretiens. Merci beaucoup, Nadège. J'espère qu'on aura l'occasion de développer toutes les grandes thématiques. Toutes les grandes thématiques. Que le MEO aborde. On l'appelle MEO pour être un peu, comment on dit ça? Les intimes l'appellent le MEO. En tout cas, tout ce qui concerne le développement, les innovations, vous en parlez dans ce document. Oui, absolument. D'accord. Merci, professeur. Félicitations donc pour ce magazine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.